Bonjour et merci de nous rejoindre dans Éteignez vos lumières, l'after show. Je suis Sonia Liu et je suis en compagnie de mon amie Juliette. Bonjour à tous. Comment ça va, Juliette? Ça va plutôt bien et toi? Ça va aussi, un petit peu fatiguée, mais sinon ça va. Comme d'habitude. Ouais, c'est vrai, ça change pas. On se retrouve aujourd'hui pour parler du cas de Christopher Dunch. Si vous ne connaissez pas son affaire, j'ai sorti un épisode dans Éteignez vos lumières, le podcast, pour vous raconter l'histoire de ce chirurgien de l'enfer, tout simplement. Est-ce qu'on peut le décrire comme ça? Je pense que c'est approprié. C'est ça, un chirurgien qui du coup, a opéré beaucoup de personnes et les a, atrocement mutilées, voire les a tuées. On en discutera un petit peu plus tard de savoir si, on peut le considérer comme un tueur en série ou en tout cas comme, quelqu'un d'extrêmement, pas professionnel. Donc, eh bien écoutez, installez-vous, bien confortablement et puis c'est parti pour, parler un petit peu autour de cette affaire. Alors, pour commencer à parler peut-être de manière générale de Christopher Dunch, moi je disais, ce questionnement autour de, est-ce qu'on peut le considérer comme un tueur en série ou pas? Est-ce que toi tu as un avis là-dessus, Juliette? J'ai vu Je te pas fais mal, peur. oui, non, mais c'est compliqué parce que du coup, c'est vrai que c'est toujours un peu, difficile. Enfin, des fois, c'est pas du tout difficile, hein, on en connaît des cas de tueurs en série célèbres, il y a pas trop de doute. Mais là, dans son cas, je pense que c'est un peu plus difficile de déterminer si vraiment il peut être considéré comme Mmh. un tueur en série ou pas. Est-ce qu'il y a des cases qu'il coche d'après toi? Est-ce qu'il y a des cases qu'il ne coche pas? Bah, déjà, je pense que c'est peut-être important de rappeler que, la définition même de tueur en série, elle est hyper variable. C'est-à-dire qu'on n'a pas c'est pas comme quelque chose d'extrêmement factuel, une définition qui est, acceptée, par, toute, la communauté scientifique ou la communauté des psychologues ou des psychiatres. Là, on a des différentes, définitions qui ont été proposées, qui se rejoignent généralement sur donc le caractère sériel des homicides. Souvent, on va dire que c'est à partir de 3 meurtres qu'on va considérer que, la personne est tueur en série, s'il y a un certain laps de temps et des conditions différentes entre chacun de ces meurtres. Mais ça peut être un petit peu différent dans certaines définitions, on va dire c'est à partir de 2 et l'intention d'en faire un de plus. Heu, on va aussi pas mal essayer de caractériser la latence qu'il peut y avoir entre ces meurtres parce que si c'est, 3 meurtres, chacun en 3 jours de suite, mettons, imaginons, ça va pas forcément être Mmh. considéré comme un tueur en série. Donc généralement, on va dire qu'il faut qu'il y ait quand même une période un petit peu de «d'accalmie» entre guillemets dans les pulsions meurtrières et qu'ensuite ça recommence. Après, il va aussi y avoir des personnes qui vont te dire que, le tueur en série, par exemple, il s'en prend à des personnes qu'il ne connaît pas. Genre pas des membres de sa famille et tout. Il y a d'autres personnes, d'autres, et moi j'en fais partie, tu vois, qui diront: «Bah non, en fait, tu vois, Ed Kemper, par exemple, je pense à lui, on est tous d'accord sur Oui. le fait que c'est un tueur en série et pourtant il a commencé par, tuer ses grands-parents, il a aussi tué sa mère. Après c'est vrai, il a aussi tué, des jeunes filles qui lui étaient inconnues, mais voilà, je pense qu'on peut pas exclure non plus, les personnes de la famille. Donc pour moi, à partir du moment où il y a quand même une intention de tuer, parce que c'est pas des morts accidentelles totalement, enfin, ça, on Ouais. va peut-être revenir dessus, mais moi, pour moi, il peut un peu rentrer dans cette catégorie, quoi et en tout cas, s'il avait pas été stoppé à ce moment-là, je pense qu'il aurait continué à faire d'autres victimes et que donc bah, qu'est-ce qui le différencie finalement d'un ange de la mort? Tu vois, c'est Totalement, ouais. je sais pas si tu vois, ce que c'est? Mmh mh. C'est des infirmiers très généralement ou des médecins qui vont, chercher à essayer de peut-être tuer ou en tout cas faire frôler la mort à leurs patients pour ensuite essayer de les faire, de les réanimer et donc d'être des héros. On moi je pense qu'on est un petit peu aussi, dans le même type d'univers, quoi. Ouais. Ouais, totalement, mais c'est intéressant parce que dans son cas, justement, ça a été évoqué, la question de: «Est-ce qu'il y a une véritable intention de tuer Mmh. ou pas?» Ouais. Et je pense que c'est là où c'est un petit peu difficile peut-être de déterminer si oui ou non, il avait cette intention de tuer parce que est-ce que c'est juste de l'extrême négligence, juste de l'incompétence totale? Parce qu'il y a quand même beaucoup de médecins qui ont opéré après lui pour essayer de réparer, c'était un véritable carnage, Mmh. on peut dire les choses. Il les a mutilés, mais à un stade où vraiment, c'était à se demander s'il avait vraiment eu un diplôme de médecine. Oui. Donc je sais pas si, ouais, si tu as un avis là-dessus sur est-ce que d'après toi, il y avait une intention de tuer? Est-ce qu'il y avait un certain sadisme ou au contraire, est-ce que, c'est vraiment juste quelqu'un qui faisait preuve d'une négligence, extrême? Bah,
Écoute, disons que je crois que ça n'a jamais pu être totalement prouvé, qu'il avait vraiment cette envie de faire souffrir, les gens. Maintenant, ce que je disais déjà dans l'épisode et je reste sur cet avis-là, si c'était juste une personne incompétente, pour moi, une personne incompétente qui se rend compte des dégâts irréversibles qu'elle peut causer chez des gens, voire de la mort, elle s'arrêterait, tu vois? Enfin, elle serait capable de dire: «Bon, bah, là, vraiment, il y a un gros problème, je c'est trop répétitif, c'est pas une erreur de carrière». Parce que j'imagine que, ça, les chirurgiens, les médecins savent que, même avec toute la bonne volonté du monde, quand tu essayes de soigner quelqu'un, parfois, il peut y avoir des erreurs médicales et bon, ça fait partie malheureusement des choses qui sont assez, difficiles à contrôler. Mais là, lui, en fait, c'est quasiment systématique que les patients, ressortent encore plus abîmés qu'ils n'arrivent et il s'arrête pas. Donc pour moi, je pense que oui, il y a une dimension sadique et qu'il savait très bien que en fait, soit il savait très bien qu'il n'était pas capable de les opérer, il le faisait quand même pour l'argent, soit et c'est pas incompatible, peut-être que ça s'ajoute, il prenait un certain plaisir aussi à faire du mal aux gens. Totalement. En tout cas, la dimension, on peut pas enfin, est-ce qu'on pourrait qualifier ça d'appât du gain? Mmh. S je sais pas, je pense que oui, il était clairement motivé par l'argent. Mmh. Il l'avait dit d'ailleurs qu'il s'orientait vers ce secteur-là, vers la chirurgie un petit peu spécialisée parce que c'était un secteur très lucratif. Oui. Donc je pense que déjà il y a, ça c'est clair et net, qu'il était clairement motivé par l'argent. Il y avait aussi un gros manque d'empathie. Il s'adressait à peine à ses patients après l'opération, alors qu'au début, il faisait tout pour les mettre en confiance. Donc il y a un gros manque d'empathie, il y a un intérêt financier énorme. Mmh. Après oui, je pense qu'il y a aussi une dimension sadique comme tu l'as évoqué et le fait qu'il ne se soit pas arrêté après sa première erreur, voire son premier meurtre, on peut qualifier ça de meurtre Ouais. parce qu'il a quand même tué, même si c'était involontaire, il a quand même tué, au moins un patient. Il s'est pas arrêté, après quoi. C'est ça, hein. Il y a eu des personnes qui sont Mmh, décédées directement sur la table d'opération. Il y en c'est a qui ça. décèdent aussi plus tard parce qu'on parlait à un moment dans l'épisode de son meilleur ami qui a eu des séquelles très, très lourdes. Il reste tétraplégique pendant des années et finalement il décède quand même des C'est causes ça. de tout ça. Enfin, c'est quand même tellement, bizarre de se dire son propre meilleur ami, il lui fait autant de mal et en plus après il se soucie plus du tout de lui, il cause sa mort et il a jamais évoqué le moindre remords par rapport à tout ça. C'est vrai que même lors de son procès, il a pas non plus évoqué des remords, en fait. Il s'est pas remis en question, il s'est pas excusé, c'est quand même un comportement, anormal. Les erreurs médicales, comme tu disais, ça peut arriver malheureusement, hein, comme on disait avec la meilleure volonté du monde. Ça reste, probable, ça reste possible, mais le fait de ne pas s'arrêter et de ne pas se remettre en question et de se croire tout puissant, là, je pense que ça relève d'autre chose que de la simple erreur médicale, erreur de parcours, Ouais. sur toute une carrière. Ouais. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a bon, alors, si on peut pas affirmer qu'il y a du sadisme, même si nous, on peut le supposer, ce qui est sûr et certain, par contre, c'est qu'il y a un manque d'empathie Mmh, totale et effectivement, comme tu dis, cette espèce de d'ego, surdimensionné qu'on voyait aussi dans certains mails qu'il avait envoyés, à son ex, il me semble, où oui, vraiment, le mec, il dit, qu'il est à peu près au niveau de Dieu, quoi. c'est ça, ouais. Oui, 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 il se compare à Dieu, à Einstein, vraiment à quelqu'un qui a des capacités, exceptionnelles et qui peut, jouer, en fait, avec les gens. Il se Mmh. considère vraiment, comme, je sais pas, comme supérieur aux autres, hein. Il le dit aussi dans ses emails, donc déjà, c'est Mmh. quand même un peu inquiétant de lire ça, venant d'un chirurgien, Ouais. en qui tu es supposé avoir confiance, hein, donc oui, non, clairement, mais voilà, c'était, ma question, c'était ça, en fait, par rapport aux tueurs en série. Des fois, on a du mal à affirmer si, oui ou non, on peut considérer, un tueur ou quelqu'un comme, un tueur en série. Donc Ouais. je me demandais si dans son Mmh. cas, Bah, moi, je pense que, tu vois, si on prend vraiment la définition pure et simple de juste, c'est des meurtres sériels, mmh, et au nombre de 2 voire 3, il rentre déjà dans cette mmh case. mh, Parce que même s'il y a pas, soi-disant, la volonté de donner la mort, il met quand même des gens en danger, je pense très volontairement. Il provoque un décès et ça n'empêche pas de recommencer. Donc pour moi, ça fait déjà partie même si c'est pas la représentation qu'on a du tueur en série classique, pour moi, oui, ça peut compter comme. Effectivement et je pense très sincèrement que si on l'avait pas arrêté à ce moment-là, il y aurait eu encore plus de victimes et de toute façon lui-même le disait, il me semble.
Oui, 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 très probablement, il se serait pas arrêté. Donc imagine en 20 ans de carrière supplémentaire ce qu'il aurait pu faire, hein, ça Ouais, c'est indéniable, je pense. ouais. Et alors ça, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, je crois que toi aussi c'était le cas quand on écrivait sur ce sujet et ce qui a beaucoup aussi marqué, j'ai vu, toutes les personnes qui ont regardé la vidéo et qui ont commenté, c'est, finalement, pourquoi est-ce qu'il a pas été arrêté plus tôt Mmh mh. par, bah, les hôpitaux dans lesquels il travaillait, par les personnes, enfin, tu vois, les collègues, comment ça se fait que et ça, nous, on pourra pas forcément apporter, la réponse, ultime, mais c'est quelque chose qui interpelle de se dire: «Pourquoi est-ce qu'il y a toujours ces gens qui voient autour de lui et qui ne disent rien?» Est-ce que est-ce qu'ils pensent qu'il a juste fait des erreurs? Est-ce qu'ils osent pas parler? Qu'est-ce qui peut se Mmh. passer, quoi? Ouais, oui, oui, c'est vrai, ouais, non, on s'est posé la question aussi parce que quand on voit le nombre de victimes, qu'il a pu faire, c'est assez, impressionnant de se dire que personne ne s'est dit à un moment: «Bon, il faut le stopper», visiblement, soit il sait pas ce qu'il fait, soit il sait ce qu'il fait et c'est encore pire, mais en tout cas, il y a un sérieux problème quelque part et i d'après ce qu'on a pu lire aussi, même les infirmiers et les infirmières présentes, au bloc opératoire, se posaient des questions sans forcément oser remettre en doute ce qu'il était en train de faire parce que, on le sait, le chirurgien a quand même le pouvoir, Mmh. pas suprême, hein, mais c'est quand même lui qui décide de tout lors d'une opération et il avait tellement un bon CV, tellement des bonnes recommandations qu'ils se sont peut-être dit: «Bon, qui suis-je pour remettre en doute ce chirurgien, au CV, plus qu'impressionnant?» Ouais, donc Et ça, c'est c'est ouais. dangereux. Ouais, bah, oui, on rejoint de toute façon un point qui est assez connu en psychologie, qui est la soumission à Mmh l'autorité. mh. Donc toutes les figures, que ce soit très souvent des médecins, des scientifiques ou même, bah, des détenteurs d'autorité comme, la police, la gendarmerie et cetera. C'est très difficile en fait quand on n'a pas, quand on n'est pas à leur, niveau d'égalité, professionnelle par exemple ou qu'on n'a pas ce statut-là, de les remettre, en cause, de remettre leurs paroles en cause et très souvent d'ailleurs ça nous est rappelé, tu vois? Bon, c'est très tendancieux, hein, parce qu'évidemment que tu peux pas non plus, dire, quand toi tu as aucune connaissance ou aucun diplôme dans quelque chose, dire: «Ma parole a autant de valeur que la sienne» et d'un autre côté, il faut faire très, très attention parce que, oui, il y a des gens qui sont diplômés, mais qui soit, ne sont pas compétents ou alors ne sont pas bien intentionnés et c'est très, délicat de toujours accepter sans, remettre en doute tout ce qu'eux peuvent faire, surtout quand ça a des conséquences comme ça. Oui, oui, bah, c'est d'autant plus, grave quand il s'agit de la médecine. Alors après, je dis pas que c'est pas Mmh. grave dans les autres sphères, mais je pense que la soumission à l'autorité en médecine, elle peut être dangereuse dans le sens où là, c'est littéralement la vie et la mort de quelqu'un, qui est en jeu. Ouais et puis c'est vrai qu'on en parlait entre nous, mais enfin, personne, je crois, quand on va chez le médecin, tu vois, tu vas chez un nouveau médecin que tu connais pas ou tu as besoin de n'importe quel spécialiste, bah, je veux dire, on cherche sur internet, ils sont répertoriés, on regarde à la limite un peu les commentaires des gens, mais on va pas, remettre en cause ou en question, en tout cas, leur, diplôme. On va pas aller vérifier si effectivement, c'est un diplôme qui est valable, s'il y a pas eu d'histoire de révocation dans le passé ou des choses comme ça. Alors que peut-être on devrait enfin, c'est compliqué. Est-ce qu'on est suffisamment, averti de ces choses-là? Est-ce qu'on est suffisamment protégé? Non, mais oui, c'est vrai que, ouais, on en discutait, juste avant et le le fait de ne pas vérifier les diplômes, c'est quelque chose finalement qu'on fait tous. On n'a pas eu forcément l'idée de demander à quelqu'un de voir son diplôme. On se dit, peut-être à tort, mais après, il faut pas sombrer dans la paranoïa non plus, hein, mais on se dit, «Non, bah, c'est quand même quelqu'un qui exerce en cabinet ou à l'hôpital, c'est un spécialiste, Mmh. il a toute une équipe, il semble savoir ce qu'il fait» et on n'a pas forcément l'idée de vérifier. Alors après, je sais pas quelle serait la solution, mais Mmh. peut-être qu'on n'est pas non plus assez informé sur le fait qu'on peut remettre en doute justement ce genre de choses, que sans être, paranoïaque, sans être, extrême dans ce qu'on fait, c'est quand même bien d'avoir une sorte d'esprit critique par rapport à la médecine aussi. Oui, peut-être avoir ce côté, avoir un deuxième avis ou tu Oui. vois, prendre un petit peu son temps, aussi, quand quelque chose ne nous semble pas normal, en fait, on devrait être capable, mais c'est pas toujours enfin, c'est pas Mmh mh. toujours facile et en fonction des personnalités aussi, moi, je sais que je vais avoir Mmh. tendance à beaucoup dire «oui» et pas oser, remettre en question, forcément si quelqu'un, m'affirme, quelque chose au niveau médical parce que j'ai pas les connaissances, suffisantes. Mais ouais, juste prendre peut-être un peu plus son temps et dire: «Bah, je vais aller consulter ailleurs pour voir ce qu'on me dit» et on a des cas autour de nous aussi de personnes qui, pour, un même problème ont vu deux trois médecins et ont pas du tout eu les mêmes avis.
Totalement, des exemples, personnels, des exemples autour de nous, des exemples de personnes dans les commentaires, sous la vidéo justement de Christopher Dunch, qui partageaient, des témoignages alors que ce soit des choses qui leur arrivent à eux, des choses qui sont arrivées à leurs proches et c'est vrai que des fois, ça fait assez peur en fait de lire ce genre de témoignages. On se demande si, enfin, pour moi, c'était quelque chose qui n'arrivait pas si souvent que ça Mmh mh. et au final, dès qu'on commence à en parler autour de nous, on a des petites histoires, on a des petites anecdotes. Heureusement, pas aussi grave à chaque fois que ce qui est arrivé aux patients de Dunch, mais quand même, Ouais. des gens qui t'annoncent, que tu as une maladie grave, que c'est très grave, que limite tu es en phase terminale. Des diagnostics, un petit peu hâtifs sur, certains, problèmes de santé, notamment sur, la stérilité, l'infertilité. Moi, j'ai des exemples autour de moi aussi où on annonce Oui. ça à des Oui. gens. Oui. C c'est quand même, assez grave et c'est vrai que, comme tu dis, je pense que sans remettre en doute toujours ce qu'on nous dit, c'est bien d'avoir plusieurs avis. En tout Mmh. cas, de pas se dire: «Voilà, il sait ce qu'il fait, c'est un médecin». Oui, mais ça reste un humain aussi, donc ne pas hésiter à avoir plusieurs avis et dans la plupart des cas, j'ose espérer que ce sera le même résultat, hein, le même diagnostic, mais on sait jamais, peut-être si on a la possibilité de le faire, Ouais. c'est pas Ouais, plus ouais, c'est mal. clair. Ouais, ouais, c'est sûr. Bah, surtout pour des choses aussi, importantes et enfin voilà, lui, il opérait quand même la moelle épinière, les choses comme ça, donc Ouais. on est quand même sur, quelque chose, qui est très, très précieux. Après, le fait est que j'y repense, mais quand même Christopher Dunch, techniquement, il était diplômé. Donc même ça, on pouvait pas le remettre en question. En fait, là où il y a eu peut-être un gros problème, c'est qu'il a obtenu son diplôme en n'ayant pas du tout fait le nombre d'heures qu'il devait pour son stage et ça, en fait, c'est carrément un problème à un autre niveau. C'est-à-dire que, on a apparemment des universités, qui peuvent délivrer des doctorats, enfin, je sais pas si c'est un doctorat, mais en tout cas le permis d'exercer en tant que chirurgien, à quelqu'un qui n'a pas, rempli toutes les conditions requises normalement pour pouvoir le faire et ensuite, pareil, on a des hôpitaux qui peut-être se rendent compte qu'effectivement il est pas du tout, suffisamment bon dans ce qu'il fait et qui en fait, pour se protéger eux, vont éviter, le scandale et vont pas, le virer ou quoi que ce soit. Enfin, parce que ce serait reconnaître qu'il y avait des problèmes et ils vont Mmh. plutôt essayer de, cacher le problème sous le tapis, quoi. Oui, totalement, en l'encourageant à démissionner parce que c'est même C'est pas, ça. c'est Mmh. bah, dans le cas de Dunge, c'est pas le seul, hein, malheureusement, mais on préfère pousser gentiment quelqu'un vers la porte de sortie plutôt que d'assumer en fait, l'erreur et de le virer. Parce que renvoyer quelqu'un, ça reviendrait à dire: «Il y a une faute». Donc Mmh. il y a un motif de renvoi. Là, on va gentiment le pousser vers la porte de sortie et ce qui fait qu'il aura aucun mal après à trouver, un autre travail quelque part en fait, à se faire engager facilement par un autre hôpital. Surtout avec, une bonne réputation, aucun problème signalé et ça, c'est vraiment un problème, au niveau de l'administration, enfin du système, médical de manière générale, Ouais je et pense. surtout aux États-Unis où je sais que même si tu perds, ton droit d'exercer dans un Mmh. État, c'est pas le cas dans l'État d'à côté, en fait. Oui, Donc ça, on totalement. le voit beaucoup avec, plein d'affaires de médecins. Moi, j'avais aussi parlé de certains, infirmiers, par exemple, tu sais, un peu anges de la mort et tout et c'était typiquement le même parcours, en fait. C'est des gens, au bout d'un moment, quand ils ont vraiment, tellement, f créé de problèmes, de décès ou en tout cas de complications à leurs patients, ils se font effectivement, comme tu dis, gentiment pousser Mmh. vers la sortie, sans forcément se faire virer et puis après, bah, ils repartent juste dans un état à côté parce que s'ils perdent leur licence, c'est pas valable dans le pays entier. Oui, ouais, ça c'est vraiment, je pense, la différence entre le système, fédéral aux États-Unis et nous, en France, par exemple, hein, on n'a pas le même système où c'est plus centralisé. Mais ça crée, d'autres sortes de problèmes parce que du coup, oui, effectivement, quelqu'un qui a fait des victimes dans un État pourra, sans trop de problèmes, exercer dans un autre État. Mmh. Donc, il y a peut-être, un petit manque de je sais pas, un problème au niveau de la loi, un manque de communication entre les États. Dans tous les cas, bon, le problème, il reste aussi que, l'hôpital ne enfin, les hôpitaux de manière générale, hein, mais l'hôpital où un chirurgien va exercer, préfèrent ne pas signaler ça parce que, bah, pour leur réputation, c'est pas cool, forcément. Ouais, ouais, bah, Et ouais, ça leur rapporte beaucoup d'argent, d'autre part. Un chirurgien spécialisé, ça rapporte des plusieurs millions, hein, par an à un hôpital, donc c'est énorme. ouais. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on est quand même très, très différents en France et par rapport aux États-Unis à ce niveau-là parce que, c'est vrai qu'on n'a pas autant ce côté,
On se fait enfin, les hôpitaux en France Mmh. ne font pas autant d'argent, comme ça sur les opérations, sur les gens. D'ailleurs, bah, ça nous avait marqué aussi parce que, Mmh. du coup, on voit, Dunch, peu de temps en plus avant, quand même, son arrestation, qui participe à une publicité pour l'hôpital où il est vraiment mis en avant, genre, «Nos meilleurs chirurgiens à votre service» et cetera. En plus, très, à l'américaine, vraiment le Mmh. show avec la musique hyper émouvante et cetera, les vidéos et ça, on n'a pas du tout enfin, c'est interdit, je crois, en France de faire de la publicité quand tu es, un hôpital ou un médecin. Oui, 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 il Ça me semble qu'on n'existe avait pas. vérifié. Non, il me semble qu'on a vérifié et qu'on n'a pas le droit. Alors, je dirais pas que c'est comme ça dans toute l'Europe, je n'en suis Non. pas sûre, mais Ouais, dans je sais pas. beaucoup de pays d'Europe, en tout cas, je sais que c'est interdit, Mmh. pour des raisons qui semblent, assez évidentes. Enfin, je sais pas ce que tu en penses toi de ça, c'est une bonne question d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on c'est un petit peu contre l'éthique? Enfin, c'est pas très éthique, on va dire, de Ouais. faire de la pub pour la médecine? Bah, en fait, tu arrives un peu dans une espèce de marchandisation des corps des Mmh. patients, quoi. C'est assez terrible, mais au médecin, au chirurgien qui fera le plus de pub pour te montrer à quel point il est bon et cetera, pour faire venir des gens à lui, ça semble tellement l'inverse de ce que nous, on a l'habitude de faire. C'est-à-dire, tu as besoin de te faire opérer, bah, tu vas généralement dans l'hôpital à côté de chez toi parce que tu sais que c'est quand même un hôpital qui a une bonne réputation, mais tu vas pas pour un chirurgien. Enfin, je pense Oui. qu'après, les gens qui sont peut-être dans des parcours, très particuliers, un peu de longue durée à l'hôpital, eux, ils connaissent certains médecins, ils savent qu'il y en a avec qui, ils accrochent mieux et ils sont peut-être plus à même de les suivre. Mais par contre, le côté vraiment, on fait de la pub et on essaye de faire venir des gens dans notre hôpital de cette manière-là, je trouve ça hyper, en fait, ça me met hyper mal à l'aise, vraiment. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi et je me dis aussi qu'il y a une, dimension aux États-Unis, je sais pas si c'est le cas en France, hein, mais vu que ça rapporte autant d'argent, vu que c'est un business finalement très Mmh. lucratif, il y a aussi ce côté, on l'a vu dans certains commentaires aussi ou, en tout cas j'ai lu des témoignages, sur d'autres affaires, où les gens, partageaient aussi leurs expériences. On recommande en fait à ces personnes finalement de faire une opération qui n'est pas forcément très utile. Pourquoi? Mmh. Parce que ça va rapporter aussi de l'argent, forcément. Ah oui. Et ça peut être une pente glissante aussi parce que, les gens il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'être opérées, ça c'est sûr, mais on va peut-être aussi encourager plus facilement une personne à être opérée. Alors, peut-être que ça part d'un bon sentiment, mais ça fait un petit peu aussi, comment dire? Ça fait un petit peu business. On essaie d'avoir des Ouais, clients presque. C'est ouais. presque plus des patients, c'est des clients, en fait. Je sais pas ce que tu en penses par rapport à ça, mais Non, mais totalement. Bah, ça me fait penser à 2 choses. Déjà, premièrement, mmh, le fait que, effectivement, aux États-Unis, par exemple, je sais que dans le monde plus de la psycho et des psychiatres, on va parler de clients et pas de patients. Alors que nous, en c'est France, on vrai. a plus ce côté, à dire patient. Et ça me fait aussi penser peut-être, j'étais en train de me dire et de prendre du recul avec moi-même, mais de me dire, tu vois, ce côté un peu, on va pousser à faire des opérations qui sont pas forcément nécessaires. C'est un truc que j'ai plus alors peut-être je pense que j'ai tort, tu vois? Mais je trouve ça peut-être plus acceptable dans tout ce qui va être médecine esthétique. Tu vois, Totalement. j'arrive un peu Mmh. plus à envisager que ce soit possible, mais enfin, tu vois, pour, bah, je sais pas, je trouverais ça complètement bizarre de dire: «On va vous faire une greffe, de foie», genre dont tu pas vraiment besoin, tu sais? Genre, beh, allez comme Oui, ça, oui. comme petit truc ou bien, je sais pas, enfin n'importe quelle opération, tu vois? Genre hyper, santé physique et Oui, oui. contrairement à l'esthétique où là je mais je pense que c'est problématique aussi, mais je le conçois un peu plus que ça marche comme Mmh. ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que la médecine esthétique ou en tout cas cosmétique, hein, sans Mmh. parler forcément d'opération, Oui, mais oui, toutes les oui. procédures cosmétiques et cetera, on en a eu l'expérience toutes les 2 d'une manière ou d'une autre, comme beaucoup Mmh. de gens, hein, sans parler de grosses opérations. Mais il y a aussi ce côté un petit peu où tu es un morceau de viande et on te pointe du doigt un petit peu tout ce que tu pourrais faire. Pas Ouais, c'est tous, ça. hein, pas Ouais, ouais, tous ouais. heureusement. Tous les chirurgiens esthétiques ne sont pas comme ça. Mais je sais qu'il y en a qui vont un petit peu te regarder comme un morceau de viande parce que après voilà, c'est leur métier est comme ça aussi, hein. Mmh. Mais toi tu viens admettons, parce que tu as envie de te faire, refaire le nez, tu as envie de peu importe et on va pointer du doigt d'autres choses qui potentiellement peuvent créer d'autres insécurités. Est-ce que ça va t'amener à te faire opérer, à faire d'autres opérations que tu avais pas Mmh. forcément prévues? C'est possible. Après, tous les chirurgiens ne sont pas comme ça, on va pas faire une généralité non plus. Non, bien Mais sûr. je trouve ça presque plus tolérable comme toi, alors qu'au final,
Ouais, je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'on Peut-être parce qu'on parle pas de santé? ouais, ouais, sûrement parce qu'on parle pas de santé et parce que, on a grandi, en tout cas dans une société où on trouve ça plus acceptable Mmh. de faire des choses qui sont, bah, effectivement pas nécessaires, mais juste un peu, «de confort» entre guillemets, Mmh mh. pour te sentir mieux dans ta peau et tout ça. Mais c'est vrai que, bah, pour le coup, voir, un chirurgien enfin je sais pas, je suis en train de réfléchir, un cardiologue qui Mmh. ferait sa pub, je trouverais ça hyper, outrancier. Oui, Alors qu'un, un chirurgien esthétique, qui fait de la pub parce que, voilà, il peut, te refaire le nez, comme tu disais, par exemple, bah, ça me choque moins. Alors que ça oui, reste en vrai des opérations sous anesthésie et tout. Bon, c'est pas les mêmes risques, j'imagine, mais tu sais, oui, on est quand même totalement. sur une espèce de limite un peu particulière. Mais je pense que oui, c'est parce que, on est dans une société qui nous a montré que c'était plus acceptable de faire des choses, Mmh. esthétiques, dont pas forcément nécessaires. Et tu vois, c'est un peu la limite aussi que tu as avec c'est pas de l'esthétisme, mais tout ce qui va être, la pose, d'anneaux gastriques, de choses comme ça, c'est un peu pareil, tu vois? Je sais qu'il y a un peu des sortes de publicités pas vraiment officielles, mais un peu cachées, tu vois, sur les réseaux, des gens qui parlent ou les trucs de dentistes, on est un peu sur de la ligne entre les 2. C'est pas que esthétique, ça va un petit peu plus loin parce que ça a quand même des répercussions vraiment sur la santé des gens, mais en même temps, tu vois, des enfin moi, sur TikTok, sur Instagram, je vois des fois, des professionnels qui font de la pub pour ça, quoi. Bien sûr et aux États-Unis, tu parles d'anneau gastrique et tu parles, de ça me fait penser, à justement à toutes les émissions américaines. Alors ça n'existe pas trop en France, un petit peu, hein, mais c'est pas autant, public, autant répandu, on va Mmh. dire, qu'aux États-Unis. Toutes ces émissions où, on suit un petit peu le parcours de gens qui vont faire des opérations donc pour perdre du poids. On parle vraiment de quelque chose là, pas, purement esthétique, hein, on parle vraiment de Mmh. gens qui ont des problèmes de santé et qui veulent justement changer de vie Mmh. et il y a énormément de chirurgiens qui sont des célébrités, des superstars parce que, Ouais. ils ont figuré dans ces émissions. Après, je dis pas que c'est forcément négatif parce que, ils ont la possibilité de changer la vie des gens, voire de les sauver, hein, des fois, hein. Il y a quand même, Mmh. des gens qui sont en risque, ils ont des problèmes cardiaques, ils ont du diabète, enfin voilà, c'est des gens qui peuvent avoir potentiellement des gros problèmes, de santé. Mais là, ça touche un peu plus à la santé comme on a dit et pas forcément juste à l'esthétique. Mais ça Ouais. reste quand même assez, enfin pour nous peut-être, hein, vu qu'on est en France et qu'on n'a pas l'habitude, ça reste assez étrange de voir des chirurgiens, qui font de la pub, qui se mettent en scène comme si c'était vraiment des Mmh. stars de télé-réalité, hein, quasiment. Ouais. Ouais, je suis assez mitigée, je moi-même, je sais pas exactement ce que je pense de tout ça. On a bien dévié de du sujet de base, Oui, mais c'est intéressant, je trouve, de parler de ça parce que et je pense que ce serait intéressant d'en parler avec des gens autour de nous pour voir un petit peu parce que je suis quasiment sûre que, l'avis qu'on exprime là n'est pas, choquant pour beaucoup de gens, tu vois? Le fait que oui. ce soit OK de faire de la publicité pour des trucs esthétiques, mais pas pour des trucs de santé, alors qu'en vrai, qu'est-ce qui sous-tend ça? Peut-être effectivement, c'est parce que c'est du bonus? Mmh. Je sais pas, tu vois? Oui, 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 peut-être que c'est parce qu'on joue pas enfin, on joue pas avec la santé. Après, comme tu l'as bien dit, hein, ça reste une opération, hein, tu es sous Mmh. anesthésie, il y a toujours des risques, liés à Ouais, tu l'anesthésie. signes une décharge et tout. Bien Enfin, moi, sûr. je me suis fait effectivement une opération du nez, pour le coup, en chirurgie esthétique et oui, tu signes une décharge où tu prends conscience des risques quand même, hein. Ça peut, mal se passer, ça peut mal tourner, Totalement. enfin voilà, hein. Oui, totalement, même sans parler des opérations cosmétiques, il y a des opérations qui sont très courantes, comme, l'opération des Mmh. dents de sagesse que j'ai dû faire aussi moi-même et tu as un rendez-vous avec un anesthésiste, tu signes une décharge, on t'informe des risques, ça reste une opération donc même si pour nous c'est courant parce que les dents de sagesse, il y a énormément de personnes qui l'ont fait autour de nous, Ouais. on des fois on mesure pas, on se dit: «Oui bon, c'est une petite opération», bah oui, enfin ça reste une Mmh. opération donc voilà, il y a quand même, toujours un risque lié à ça, donc c'est pas parce que c'est de la médecine esthétique qu'il faut le prendre peut-être plus à la légère. Mais moi, je partage ton avis sur, ça me semble moins choquant de voir, un chirurgien esthétique faire de la pub qu'un chirurgien comme Christopher Dunge de la moelle épinière ou autre, hein. Ouais, c'est ça. Non, là, c'est vrai que vraiment ça, par contre, ça me semble complètement, aberrant et notamment quand c'est, du coup, des personnalités comme ça qui, en plus, font, des ravages sur des pauvres patients parce que vraiment, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui se sont retrouvées, bah, en fauteuil ou en tout cas qui garderont des séquelles, qui pourront plus jamais marcher correctement, qui pourront plus jamais, faire les gestes du quotidien, à cause de
ce chirurgien-là et je pense que malheureusement, c'est pas le seul, quoi, parce que c'est une affaire Oui. récente. C'est ça qui est choquant aussi, c'est que c'est pas un truc, tu vois, je me rappelle quand on faisait les recherches là-dessus, des fois j'oubliais et j'avais un peu l'impression qu'on parlait d'un cas qui se passait dans les années, Mmh. 80, tu vois? Et en fait non, non, pas du tout. Non, c'est C'est très beaucoup, récent. beaucoup plus récent que Ouais. ça. Mmh. Ouais, ouais, c'est dire que ça arrive et que ça doit arriver encore maintenant, hein, c'est juste qu'on ne le Ouais, sait pas. Mais je pense que malheureusement, c'est pas le seul. Ça a quand même créé un précédent judiciaire parce qu'il a été condamné et ça, c'est quand même assez rare, qu'un chirurgien ou qu'un médecin soit condamné pour, faute grave, enfin négligence, grave, je sais plus quel est le terme exact, mais c'est très compliqué. Il y a beaucoup d'avocats qui refusent de défendre, des clients comme ça, des patients qui ont été, mutilés, qui refusent de les défendre parce qu'ils savent que c'est très dur de faire condamner un médecin, un chirurgien, un professionnel de la santé, on va dire, parce qu'ils sont extrêmement ouais. protégés et que c'est dur de prouver la négligence ou l'erreur médicale, parfois. Enfin, c'est terrible, quoi. Enfin, c'est vraiment une double peine, Oui, déjà, tu es rentré à l'hôpital avec un problème de santé en espérant, enfin, à juste titre, que ce soit un truc assez simple et que tu ressortes mieux et en fait, soit tu ressors pas du tout, soit tu ressors, complètement, bah, avec des séquelles à vie, quoi. Et en plus de ça, après, si tu essayes d'obtenir gain de cause parce que, bah, mine de rien, ça, c'est encore autre chose, mais ces opérations-là, tu les payes super cher aux États-Unis. oui. Donc ils payent super cher pour, en plus, se faire charcuter, je pense que c'est le terme. Et après ça, s'ils essayent d'obtenir gain de cause en cherchant, de l'aide auprès du système judiciaire, on va leur dire: «Non, ça sert à rien, vous allez perdre votre temps, votre énergie, votre argent, là-dedans, quoi». Ouais, totalement, ouais, je pense que ça doit pas être facile et d'autant plus qu'il y a aussi des je pense, hein, il y a aussi des personnes qui font ça, ne serait-ce parce qu'elles ont payé l'opération, mais aussi parce que, imagine, ça te rend totalement, inapte au travail. Tu peux plus exercer, ce que tu faisais avant dans ton Ouais, métier. Et du coup, bah, tu oui. perds une source de revenus, sans parler des coûts éventuels qui vont, tu vois, si tu dois t'acheter des fauteuils roulants, comme beaucoup des patients de Christopher Dunge qui se sont Mmh. retrouvés, vraiment, alors tétraplégiques dans certains cas plus graves, mais en tout cas avec des douleurs chroniques qui les empêchaient de se déplacer. Il y a des coûts énormes. Tu dois réaménager toute ta maison, tu dois changer tout ton quotidien, tu ne peux plus travailler. C'est aussi pour ça qu'ils demandent, une compensation financière. C'est pas juste, pour, enfin Ouais, juste, c'est pas seulement pour le préjudice moral, c'est aussi qu'ils ont vraiment des coûts, oui. liés à leur physique, enfin à leur santé physique. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Bah, du coup, c'est d'autant plus scandaleux de se dire que, bah, du coup, ils peuvent même pas espérer avoir, une aide, de la justice. Mais de toute façon, le système de soins aux États-Unis, bon, je vais faire un petit peu la peut-être la réac, mais c'est vrai qu'en tant que Française, c'est vraiment, je pense, le truc qui me terrifiait le plus avec les États-Unis, c'est le système de santé, de manière générale, Oui. quoi. Ça a l'air d'être le truc qui a le plus d'impact et on en a parlé dans d'autres vidéos, mais des personnes qui vraiment, effectivement, se retrouvent, handicapées à vie suite à, voilà, un drame quel qu'il soit. On en avait parlé, je crois, dans le cas d'une Oui. fusillade, et qui sont complètement ruinés parce qu'après, effectivement, toute leur vie est complètement, à recommencer et avec, beaucoup, beaucoup de handicap et de difficultés et tout et on les aide pas, quoi. On les aide Non, juste c'est pas, terrible. ça coûte des millions juste, pas pour te faire opérer, pour survivre à quelque chose, genre, tu t'es fait tirer dessus dans la rue ou tu t'es fait, massacrer par, un chirurgien, pour une petite opération normalement bénigne Mmh. et tu perds tout. Littéralement, tu perds tout. C'est non, c'est terrible. C'est terrifiant. C'est terrible, on en avait parlé de ça dans une autre vidéo, sur une fusillade où justement, la Ouais. personne victime s'est retrouvée à devoir subir beaucoup d'opérations très lourdes, très coûteuses et s'est Mmh. retrouvée complètement endettée. Donc après évidemment Ouais, c'est il ça. y a des appels, enfin de cagnottes, des GoFundMe et cetera qui sont organisés et heureusement parfois, hein, ça peut les aider. Mais on avait découvert qu'aux États-Unis, je sais plus si c'est la première cause ou une des premières causes, mais la santé, les frais médicaux sont une des premières causes de faillite personnelle aux États-Unis. Donc Oui, c'est c'est ça. énorme. Mmh. C'est la santé vraiment et Ouais, on ouais. parle pas là pour le coup de choses, purement, esthétiques. On parle vraiment de d'opérations qui peuvent te sauver la vie, vraiment.
ou de maladies Ouais, ouais, chroniques. ouais. Tu te retrouves à devoir, acheter des traitements très coûteux, tu tentes tout, dans certains cas avec Mmh. des maladies, qui peuvent, nécessiter des opérations, des traitements lourds. Ça peut vraiment t'endetter et c'est très fréquent visiblement. Pour que ce soit classifié comme une des premières causes de faillite personnelle, c'est que ça arrive souvent et ça fait peur. Oui, oui, c'est clair. Ouais, non, ça arrive souvent. Alors, très souvent, heureusement, pas parce qu'il y a des mauvais chirurgiens, en Bien cause, sûr. mais n'importe quel, problème de santé qui peut vite, dégénérer et entraîner des choses comme ça. Non, c'est vraiment terrible. Enfin, je pense que c'est un des trucs qui me choque le plus avec, les États-Unis. Après, c'est vraiment, de la politique et là-dessus, je connais pas assez, je suis pas assez calée, mais c'est vrai que c'est un système qui est quand même décrié, à peu près unanimement, même Oui. par les Américains, quoi. Oui, 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 c'est les premiers concernés, ils sont pas forcément d'accord avec, ce système-là et à juste titre, je pense. Ouais. Donc oui, Ouais, là, ouais. Ça doit c'est être dur de vivre avec cette épée de Damoclès, quoi. Tu te dis vraiment: «S'il m'arrive un problème de santé, je peux tout perdre, c'est quoi». ça. Il y a des gens, On se rend ouais, pas assez compte, oui, oui, non, de la sans chance qu'on a ici en France, non, mais clairement. Après, voilà, après comme on a vu dans les témoignages et les commentaires, hein, des gens sous ta vidéo, oui, effectivement, C'est les vrai, erreurs médicales et l'impunité de certains médecins qui continuent d'exercer, malheureusement, ça arrive aussi très fréquemment en France. Mais là, c'est plus le système de santé, c'est c'est les vrai. Non, personnes de c'est vrai. manière générale. Après, voilà, je pense que, comme tu dis, c'est de la politique, c'est pas à nous Mmh. d'essayer de trouver une solution à ça, mais ça reste effrayant, ce système de santé, Ouais. qui ruine des gens, littéralement. Mais c'est vrai, ouais, tu fais bien de le rappeler parce que dans les commentaires, moi, j'en prends Mmh. quelques-uns sous les yeux et je vois, quelqu'un qui dit, par exemple: «Je suis vice-présidente de l'association Les Oubliés de la Justice», donc là, on parle vraiment de la France, «et nous avons 5 cas de négligence et malveillance en milieu hospitalier ayant entraîné la mort de patients. C'est effrayant cette impunité», et il y a beaucoup de commentaires en dessous de personnes qui disent qu'effectivement, dans leur famille, soit eux-mêmes, soit, bah, des personnes, proches ont vécu, aussi, des choses comme ça et sont complètement, laissés, laissés de côté, quoi, enfin, Oui, oui, totalement, dans les commentaires, on a beaucoup de témoignages de gens aussi qui sont, dans le milieu médical et qui racontent des anecdotes très précises qui font froid dans le dos, vraiment. Où on te dit ouais. que, voilà, ils ont beau signaler, ils ont beau le voir, hein, ce problème, pour plusieurs raisons, hein. Est-ce que c'est, pour protéger la réputation? Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est aussi parce qu'on manque de spécialistes, hein? Clairement, en France, on manque énormément de spécialistes. Ça se ressent, dans certains endroits plus que dans d'autres, mais on manque cruellement de spécialistes et du coup, on a peut-être tendance à les garder ces spécialistes, bah, même si, ils ne sont pas professionnels ou même ils commettent beaucoup d'erreurs qui entraînent, dans certains cas, la mort, hein. J'ai lu des commentaires qui sont vraiment effrayants ou en tout cas, des gros problèmes de santé et des séquelles à vie. Ouais, ouais, j'en ai plusieurs sous les yeux là, on va pas forcément tous les Non. lire, Mmh. mais je trouve que c'est intéressant en fait le fait d'avoir parlé de ce sujet-là, en tout cas, sur YouTube et donc maintenant de le faire, en podcast, ça ouvre aussi la discussion là-dessus et je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnes qui disent, bah, qu'elles étaient aussi concernées par des problèmes un peu similaires, de fautes graves en tout cas qui se sont déroulées durant des opérations et qui, encore aujourd'hui, ne sont pas forcément, réparés, ni par la médecine bien sûr, ni par la justice, quoi. Totalement et sans lire tous les commentaires, il y en a aussi beaucoup qui parlent des violences à l'accouchement et du fait qu'il y a beaucoup de femmes qui sont traumatisées, hein, par leur accouchement, même autour de moi, j'en connais. C'est pareil, c'est quelque chose honnêtement, je n'en avais aucune idée. Je me suis dit: «La France, c'est quand même un pays où on a relativement peu de morts, à l'accouchement», mais en fait, on oublie aussi Mmh. qu'il peut y avoir des violences, il peut y avoir des traumas et que c'est un moment particulièrement compliqué, l'accouchement, hein, pas forcément au niveau physique, mais je veux dire, c'est quand même quelque chose de stressant, c'est quand même quelque chose où tu te Mmh. sens très vulnérable, tu as beaucoup d'inquiétudes pour toi, pour le bébé et là, d'après ce que je vois dans les commentaires et d'après les témoignages de certaines, personnes autour de moi, ça arrive beaucoup plus souvent que ce qu'on croit, en fait. Où on n'écoute pas les femmes, où on les traite un petit peu comme si elles avaient pas leur mot à dire, on les endort sans leur consentement, on leur explique absolument pas ce qui se passe. C'est très, voilà, ça fait un peu peur aussi de lire ça, en fait. Faut pas, on parle beaucoup Ouais. des États-Unis forcément parce que c'est, une affaire américaine, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres, de violences aussi médicales et d'erreurs médicales en France.
Non, mais c'est clair et puis, de manière générale, la parole du patient, elle a très peu, je trouve, de poids. Moi, je l'avais plus vu, tu vois, quand j'ai travaillé en EHPAD Oui. ou à l'hôpital, où j'étais en accueil de jour, pour, des personnes avec des plaintes mnésiques et des choses comme ça et au final, c'est terrible de voir à quel point, surtout en EHPAD, la parole du patient, elle a peu de poids dans comment est-ce qu'on va le prendre en charge, en Mmh. fait. Ça passe, après tout le reste et c'est vraiment, je pense, une des choses qui m'a le plus, dégoûtée, de ce milieu-là parce que tu as des professionnels qui veulent bien travailler, sauf que quand on parle de violence, de maltraitance institutionnelle, c'est ça, c'est qu'on n'a pas simplement les moyens financiers de la part de vraiment de ceux qui dirigent tous ces établissements-là, de prendre, correctement en charge les patients et du coup, en fait, bah, il peut y avoir des gens qui se plaignent d'avoir mal ou d'être tout le temps dans la même position, de manger à telle heure, on les fait manger à des horaires improbables juste parce que, bah, c'est plus simple, de faire sauter les toilettes, 2 jours, et de les laver qu'1 ou 2 fois par semaine, parce qu'on n'a pas le temps et cetera et ça, c'est sans arrêt, quoi. C'est terrible, c'est terrible. C'est vrai que tu parles Mmh. des EHPAD et c'est un vrai problème de société quand on voit comment on les traite. Enfin, c'est souvent, à cause de manque de moyens. Je veux dire, c'est pas de la mauvaise volonté ni Mmh. du manque de professionnalisme de certaines personnes, même si ça existe évidemment. Mais dans la Ouais. majorité des cas, on parle de négligence aussi parce que le personnel n'est pas suffisant. Ils ont pas les moyens nécessaires, ni même humains, de s'occuper de autant de personnes et ça fait que, on néglige, on maltraite en fait certaines personnes par manque de temps, par manque de moyens, par manque d'effectifs et c'est un problème aussi, un autre problème. Ouais, totalement. On est en train de lister tous Non, les problèmes, on est en train de faire un énorme, procès à c'est la ça. médecine de manière Alors que générale et à la bon, prise non, en charge des gens, alors que non, pas du tout. Enfin, heureusement, non, ça reste quand même, bah, que ce soit en France ou aux États-Unis, mine de rien, voilà, la plupart de ces gens, veulent bien faire, je pense et veulent exactement. soigner et font de leur mieux avec, voilà, les moyens qui sont mis en place. Après pour revenir, sur Dunge, du Mmh. coup, pour le coup, je pense pas que c'était son cas. Je ne pense pas qu'il voulait du bien à ses patients, on l'a dit. Non. Ce qui a été avancé et je pense qu'il est important peut-être de souligner, c'est quand même, l'implication des drogues dans ses comportements à lui. Parce qu'il opérait en étant complètement, sous substance, et sous des sacrés mélanges d'alcool, de Oui, drogue et cetera, de trucs, quand même, bien, bien vénères, hein, des trucs hallucinogènes, des trucs, enfin voilà, on parlait de LSD, on parlait évidemment de oui, cocaïne, de choses comme ça et d'alcool. Donc opérer là-dessous, évidemment que je pense que même si tu es, le meilleur des chirurgiens, je sais pas si tu, es très, bon dans ce que tu fais quand tu bien es, sûr. sous autant de substances. Hem, alors ça n'excuse pas tout, évidemment, parce que bon, c'est délicat la drogue parce que, surtout sur les substances comme ça, où, tu sais qu'il peut y avoir une forme d'addiction, ça devient une forme de maladie, enfin en tout cas une addiction. Donc, Mmh. tu peux pas juste dire: «Ah bah, il avait qu'à pas en prendre», on sait que c'est pas si facile. Bien sûr. Maintenant, quand la vie d'autres personnes est dans tes mains, je pense qu'encore une fois, il faut être capable au moins de se dire: «Bon bah, je ne touche plus un bistouri, tant que je suis pas sevré». Oui. Il À avait quel fait point est-ce que d'ailleurs ouais. pardon. Oui, non, vas-y, vas-y. Non, non, je te coupe, hein, excuse-moi, je voulais dire, il avait été forcé, hein, pendant ses études, pendant son on va dire que c'est l'équivalent d'un internat, je sais pas trop comment on appelle ça. Bon bref, pendant ses études, il avait été, forcé à suivre une cure, un stage en fait de désintoxication, une cure et cetera, parce qu'il avait des gros problèmes de drogue déjà pendant Mmh. ses études. Mais il a été autorisé à retourner, donc dans cet hôpital pour terminer son internat, où il a repris, mais quelques jours, quelques semaines après. Ouais. En fait, ça l'a pas, comment dire? Alors comme tu dis, c'est une maladie, c'est une addiction, donc je suis pas en train de juger, hein, ça, je c'est un problème, tout autre. En revanche, je pense qu'il y a pas eu beaucoup de surveillance Oui, c'est ça. et qu'on aurait dû lui dire à partir de la deuxième fois où tu es pris parce que ça se savait, Mmh. il avait des bouteilles de vodka, des petits sachets de coke qui traînaient dans son bureau. Il le cachait pas Oui, spécialement oui. non plus. Oui, les gens le voyaient, quoi. Voilà. Il le voyait prendre un petit commencer sa journée par un rail de coke et un jus d'orange, vodka. Bon, Oh, c'est s tragique, quoi. tout le monde le savait, il ne respectait pas les normes d'hygiène. Voilà, ça va au-delà, en fait, du problème d'addiction, qui est un vrai problème et qui est très complexe. On va même pas, se donner la peine d'en discuter là, comme ça, de manière, Mmh. dans ce podcast. Mais par contre, là, c'est vraiment, de la négligence de la part de l'hôpital ou en tout cas du service, hospitalier de manière générale. Parce que ça se savait, tous ses collègues le voyaient.
Ouais, Donc encore une fois, en fait, bien entendu, Dunch est le principal responsable de ce qui s'est passé, mais il y avait plein de personnes autour. Il y a plein de comme, tu sais, des espèces de petits, fusibles qui auraient dû, sauter avant pour l'empêcher d'aller aussi loin, quoi oui. et le problème, c'est que tout le monde se dédouane en se disant: «Bah, c'est pas moi, c'est pas m» enfin, tu vois? Mmh. «C'est pas à moi de le dénoncer, c'est pas à moi de l'arrêter» et plus il y a de personnes qui sont témoins de quelque chose de grave, moins il y a de chances en fait que Oui, quelqu'un intervienne. Parce qu'elle va se dire: «Pourquoi ce serait moi et pourquoi pas l'autre?» et oui, je pense que c'est exactement, le problème qui s'est passé dans ces hôpitaux, quoi. c'est ça. Bon alors après voilà, La on direction par contre, est pleinement responsable et je suis étonnée que la direction, de ces hôpitaux n'ait pas, totalement, ouais. été, Mmh. condamnée à C'est quoi que ce soit. Mais après tu l'as bien dit, hein, ça arrive quasiment jamais. non, non, c'est tellement rare, ils sont très protégés, ils ont des assurances, mais des avocats, ils ont un Oui, c'est service ça. juridique, Ouais. en interne, hein, ils sont ultra protégés et puis, bon, alors je pense qu'on peut quand même signaler le fait qu'il y a 2 chirurgiens qui ont vraiment tout fait pour le faire condamner C'est et vrai. qui ont pour le coup, voilà, ils se sont vraiment investis là-dedans et ça a justement conduit, en partie en tout cas, hein, à son arrestation et à sa condamnation. Donc tout le monde n'est pas resté impuissant, mais quand même, pendant plusieurs années, on peut dire qu'il a agi presque en toute impunité. Il a pas eu de conséquences, il y a pas eu de répercussions alors que, il a mutilé, beaucoup de patients et il en a tué certains. Donc c'est vraiment, voilà, c'est tout comme tu dis, je pense que c'est tout un problème qui touche plusieurs personnes, plusieurs services. Ils auraient pu agir, ils auraient pu faire en sorte que ça soit évité, même si le responsable, c'est lui, on est bien d'accord. Mmh. On lui a laissé, en fait, on l'a laissé exercer de toute manière. Je veux dire, on lui a donné le pouvoir d'opérer des patients. Non, non, totalement. C'est sûr qu'il y a bon, il y a plein de niveaux, en fait, de responsabilité et de pas d'impunité, mais tu vois, de personnes qui ont laissé faire des choses, qui n'auraient pas dû, et alors, je vais totalement changer de sujet, mais j'aimerais juste revenir sur quelque chose parce que quand on faisait nos recherches, toi, tu m'as parlé de quelque chose que tu avais trouvé, qu'on n'a pas laissé, finalement dans l'épisode qui est sorti, précédemment en vidéo et aussi là dans le podcast. Mais donc je me suis dit que ce serait l'occasion d'en parler. D'un épisode de Christopher Dunch qui aurait, alors tu m'avais dit frapper à une porte Oui, dans un état complètement en fait, il y a eu plusieurs épisodes de Christopher Dunch qui fait des choses complètement erratiques, oui. dont on n'a pas trop su quoi faire dans l'épisode, donc on a préféré le garder justement pour en parler ici. Est-ce que tu peux me rappeler un petit peu ce que tu avais trouvé? Oui, alors, j'ai plus les dates exactes en tête, mais voilà, c'est pas essentiel pour la compréhension des faits. J Il me semble que c'était après, hein, parce qu'avant sa condamnation, on lui a retiré quand même, enfin révoqué sa licence, je sais pas exactement quel est le terme. En tout cas, il pouvait plus exercer en tant que chirurgien ni médecin et je pense que c'est aussi ce qui a conduit à ces épisodes-là, parce qu'il a dû se laisser un petit peu, comment dire? Emporter, enfin, il a dû abuser encore plus que d'habitude de substances et du coup, son comportement, commençait à être vraiment affecté, hein, Mmh. par ses addictions, donc que ce soit l'alcool ou les drogues. Il prenait beaucoup de drogues différentes, il buvait énormément Ouais. aussi, notamment au volant, donc il a été arrêté, il a eu un DUI aux États-Unis, donc il a été arrêté en état, Mmh. d'ivresse, avec, carrément une bouteille d'alcool sur le siège passager, OK. enfin, voilà. Et puis, du coup, je pense que ça a amené aussi à ces épisodes, donc notamment un épisode où on le voit, hein, dans les caméras de surveillance, sur les caméras de surveillance d'un Walmart, essayer mettre tout et n'importe quoi dans un chariot, un caddie, vraiment des trucs qui n'ont aucun sens et partir sans payer, en fait. Il a essayé de voler, plusieurs choses, des vêtements, enfin vraiment du parfum, je sais plus exactement, mais des trucs vraiment un petit peu improbables et il a essayé de voler ça et on le voit un peu sur la vidéo, il était pas dans son état normal. Donc ça, c'était un épisode, parmi, plusieurs, hein. Et il y en a un notamment aussi, alors ça, comme toujours, hein, c'est des sources donc il faut toujours rester critique par rapport Mmh. à ça, même si je remets pas du tout en doute le témoignage de son ex-compagne qui, dit qu'il aurait sonné, enfin qu'il aurait sonné plusieurs fois, qu'il se serait même introduit chez elle en son absence. Il aurait, saccagé un peu la maison, simulé une sorte de demande de rançon écrite avec du sang, Quoi? lui-même étant couvert de sang, Quoi? parce que donc il avait quand même 2 enfants avec son ex-compagne et il aurait écrit une sorte de lettre, en demandant une rançon pour l'enlèvement de, son ex-compagne et de ses 2 enfants. Alors ça a pas été, plus loin, il lui aurait rien arrivé, enfin, c'est quand même traumatisant, hein, mais Elle a peut-être pas porté plainte, en fait.
je sais pas si elle a porté, enfin, c'est assez trouble Mmh. parce qu'il y a très peu de sources. Il y a un article que j'ai lu où on interroge cette femme, justement, cette victime, l'ex-compagne de Dunch, mais ça a pas été plus loin que ça. Bon, il a été condamné pour autre chose, hein, heureusement, donc Oui. il a pas pu s'en prendre davantage à eux parce que même s'il aurait rien arrivé, c'est quand même assez traumatisant et ça serait pas des cas isolés. Ce serait quand même souvent introduit chez elle en son absence, en forçant les portes, par les fenêtres. Enfin, elle disait que c'était pas, c'est arrivé plusieurs fois et que, justement, il lui semblait vraiment pas dans son état normal. Il était même à un moment couvert de sang. Alors, on n'a jamais su d'où provenait ce sang. OK. Est-ce qu'il était Est-ce que lui-même lui-même était s'était blessé, il en blessé avait ou pas ouais. l'air? On Mmh. n'est pas sûr, mais en tout cas, ça reste, assez inquiétant, de savoir ça, Mmh. en fait et puis de vivre ça bah, c'est pour cette femme, hein, qui est je remets pas du tout en doute, ce qu'elle dit, hein, on c'est juste qu'on ne sait pas, on n'a OK. pas, de Bon, c'est vrai que ça, on n'en a pas trop parlé dans l'épisode principal, mais on a un peu mis de côté le fait qu'il a quand même eu une vie de famille avec des enfants et tout totalement. ça, donc ça, c'était pas trop le propos de la vidéo, mais c'est vrai que, encore une fois, pour casser peut-être un peu des fois ces images qu'on peut avoir de personnes, qui sont tueurs en série ou criminels et tout, hyper, en marge de la société. Et lui, c'était pas son cas. Je veux dire, enfin, jusque sauf peut-être effectivement vers la fin quand on lui retire son droit d'exercer et que là, il sent que de toute manière, il va probablement avoir des problèmes avec la justice et que du coup, il s'enfonce encore Ouais, plus, il part en roue dans libre, ouais, totalement, ouais. ouais, totalement. Mmh. Mais là, c'est de la roue libre, hyper effrayante quand même parce que j'avais pas les Oui, détails. Tu m'avais parlé de ça et je sais que ça m'avait interpellée, mais c'est terrible, vraiment. Pour elle, pour ses enfants, oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé du fait qu'il était père de famille, hein. Après, c'était pas nécessaire c'est ne pas ouais. voilà. Mais c'est quand même bien de le rappeler aussi, comme tu dis, oui, pour casser cette image des tueurs en série ou en tout cas des criminels. C'est pas toujours, noir ou blanc. On aimerait bien les voir comme des monstres, mais que ce soit dans son cas comme dans des milliers de cas à travers l'histoire, on voit bien que c'est pas aussi simple que ça. On voit bien que tu peux être un père aimant et mutiler des personnes, torturer des personnes, Bon bon. après père aimant, s'il Tout s'introduit, chez son ex alors avec, clairement pas, alors couvert de pas sang et qui non, compte alors enlever ses gosses, je sais pas. alors dans son cas, non. C'est vrai que je parlais pas forcément Non, de non, lui mais là, peut-être avant cet événement, en tout cas, il avait pas nécessairement montré de alors d'autres ça oui, je signes, sais pas, mmh, je sais pas comment était sa vie de famille, on n'en sait pas plus que ça. ouais. Mais oui, non, dans son cas, on n'en sait pas grand-chose. Après, il a quand même fait des enfants, il a quand même une vie de famille. Je sais pas à quoi ça ressemblait, mais voilà, c'était juste pour signaler le fait que voilà, on peut être tueur en série et avoir une sorte de double vie finalement. Hein. Mmh. Alors c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours des pères aimants, c'est pas toujours des mères aimantes, c'est pas toujours des bonnes personnes, mais parfois les personnes autour des coupables tombent de haut en fait. Oui, oui, c'est clair. Ouais, ouais, c'est clair. Mais Voilà. ouais, c'était intéressant et je trouvais que c'était bien de pouvoir en parler du coup, Mmh. dans ce petit after show et tout parce que ça avait pas trop sa place, on savait pas où le mettre, vraiment dans le récit, principal, de l'histoire. Mais je trouve que c'est un petit détail, quand même, qui en dit long aussi, sur, l'état psychologique dans lequel il se trouvait, surtout sur la Oui, fin, un peu avant son arrestation vraiment, c'est et ça. c'est quand même tragique, quoi, vraiment. Oui, je pense que là, on peut vraiment parler d'addiction, Mmh. là, on met de côté, hein, ses erreurs, et ses négligences et ses Oui, mutilations. ça n'excuse pas. Ça Ça n'excuse pas, n'excuse mais par contre, absolument pas, effectivement, on voit que c'est quelqu'un qui était pas du tout, du tout stable. mmh, qui était totalement instable et qui, voilà, sur la fin, en tout cas, enfin, sur la fin, il est pas décédé, mais je veux dire sur la fin, avant les mois avant son arrestation, c'est complètement, ouais, il s'est complètement laissé happer par la drogue. Il y a quand même plusieurs Mmh. anecdotes qui montrent qu'il était dans un état, instable, de fragilité, enfin vraiment, voilà, de juste, de fragilité instable, on va dire. Mmh. Et ben écoute, moi je pense qu'on a fait un tour, bon, on aurait pu parler pendant des heures en vrai, hein, de ces questions de Totalement. je pense que de toute façon on y reviendra, hein, à toutes ces histoires de santé, d'autorité, de médecins, de choses comme ça, parce que c'est quelque chose qui est pas souvent abordé dans le true crime et pourtant, il y a quand même beaucoup de choses à dire. En tout cas pour cet épisode, je pense qu'on a fait un petit tour, d'horizon. Je sais pas si tu as, quelque chose, d'autre, Non, je qui pense que te comme tu dis, on pourrait en parler, il y a tellement d'exemples, tellement de cas, mais voilà, je pense que c'était juste pour évoquer plusieurs, problématiques autour de cette histoire, mais je pense que ouais, voilà, on aura l'occasion d'en reparler, mmh, peut-être de tout à fait, certains aspects, mais là, très probablement.
Eh ben, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Merci Juliette pour, toute, Merci ton à toi. intervention tes interventions et puis, les petits, points que tu as pu, apporter de précision. Merci de nous avoir suivis dans Éteignez vos lumières, l'after show. On se dit à très vite pour un prochain épisode. On vous fait des très gros bisous et puis à bientôt.